Bonjour, merci de suivre cette émission sur Télésud et bonjour également et merci également à Benjamin Brice, auteur de La sobriété gagnante. Bonjour. Merci beaucoup donc d'être là. Vous dites comment sortir de l'impasse. La France est dans une impasse, les économies occidentales sont dans une impasse et à première vue, on n'a pas l'impression que c'est la sobriété qui va nous faire gagner parce que la situation est tellement difficile, occupée par les revendications d'un côté, les déficits de l'autre. Comment est-ce que la sobriété peut-elle être gagnante et comment vous est venue l'idée d'écrire ce livre? Effectivement, disons que le point de départ que j'ai eu dans les recherches autour de ce livre, ça a été de se demander, disons plus spécifiquement sur la situation de la France, qu'est-ce que l'on pourrait faire aujourd'hui ou qu'est-ce que les gouvernants pourraient faire aujourd'hui pour améliorer sensiblement la situation, en essayant de prendre en compte, disons, les différentes contraintes qui pèsent aujourd'hui sur le pays, qui sont des contraintes internationales, bien sûr, mais également des contraintes écologiques, contraintes économiques, contraintes sociales, etc. Et essayer de voir à partir de tout ça, qu'est-ce que l'on pourrait faire, car l'intuition de départ, et je crois que c'est quand même partagé par beaucoup de monde, c'est que notre pays aujourd'hui ne va pas dans la bonne direction et a peu de chances de s'en sortir de cette manière. Et mon point de départ n'était donc pas la question de la sobriété, mais j'y suis venu petit à petit. Ce n'était pas du tout mon domaine de recherche au départ, donc j'ai découvert ça sur le tard. Mais en essayant de tenir tous les fils ensemble, j'en suis arrivé à la conclusion que la sobriété, en tout cas la sobriété matérielle et notamment sur les biens industriels importés, était une manière pour la France, une manière crédible économiquement de redresser la situation. Parce qu'en fait, quand on lit sobriété, on pense plutôt à réduction des dépenses, alors qu'en France, personne n'est pour la réduction des dépenses. Effectivement. Alors, il y a beaucoup de choses qui entourent le mot sobriété. Il a été utilisé un petit peu par le gouvernement au début de l'année, donc il est rentré dans le débat public, mais ça fait en fait un certain temps que les chercheurs en parlent. Et juste pour commencer, la sobriété dans cette optique, c'est la réduction de notre empreinte énergétique et matérielle. Donc la diminution de la consommation de combustibles fossiles, gaz, charbon, pétrole, et de produits industriels. Et il se trouve que ces combustibles fossiles sont importés en France à 100%, et les biens industriels en France sont importés aux 2/3. Donc la sobriété matérielle concerne surtout des produits importés. Ensuite, pour la question des dépenses publiques, il faut bien distinguer sobriété et austérité. L'austérité, c'est ce que nous connaissons en France dans les services publics depuis, disons, au moins une dizaine d'années, où on s'aperçoit que les dépenses de fonctionnement, donc salaire des fonctionnaires, les achats, etc., ont tendance à diminuer par rapport à la richesse nationale dans les dernières années. Et ce qui se traduit, on le voit dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation, etc., par une certaine dégradation des services publics. Les propositions que je fais en matière de sobriété, c'est bien de la sobriété matérielle par rapport à nos biens de consommation, mais qui permettrait de dégager de l'argent pour enfin mettre suffisamment dans les services publics et donc avoir une politique qui aille à l'encontre des politiques d'austérité de la dernière période. Oui, mais comment est-ce que ça peut fonctionner, étant donné que la France est déjà un pays très endetté? On ne peut pas faire fi de cet endettement. On peut pas s'en Alors, débarrasser. effectivement, c'est l'objection économique majeure, c'est comment est-ce que l'on peut faire et comment est-ce que réduire la consommation peut avoir un effet macroéconomique intéressant. Pour prendre un exemple, aujourd'hui, dans le secteur textile, il y a à peu près 85% de la consommation textile en France qui est importée. Si la France faisait le choix, à travers des subventions, à travers de l'étiquetage, etc., d'aider à la relocalisation d'activités textiles en France, les consommateurs français qui consommeraient du textile français, donc plus cher, seraient obligés d'en consommer moins. Mais en consommant moins, il y a un gain environnemental. En même temps, en consommant du textile produit en France plutôt que produit à l'étranger, on remettrait de l'argent dans l'économie française, création d'emplois et augmentation des recettes fiscales. Le déficit commercial pour le textile en France en 2021 était de l'ordre de 9 milliards d'euros, donc on réduirait ce déficit commercial. Et l'argent, disons,
le déficit commercial réduit permettrait de ramener de l'argent dans l'économie française qui, à travers les emplois, la TVA, les cotisations sociales, etc., redonnerait des marges de manœuvre au pouvoir public pour investir dans l'économie française. Donc l'équation est gagnante parce que la sobriété touche des produits qui sont presque exclusivement importés. Oui, mais alors, en contrepartie, vous sortez en quelque sorte la France ou vous la mettez à l'abri du commerce international. Enfin, à l'abri, ce n'est pas exactement le mot. Vous l'éloignez du cycle habituel de fonctionnement de l'économie. Importation, exportation, commerce bilatéral, multilatéral. Alors, il y a plusieurs choses à prendre en compte là-dedans. C'est, d'une part, la France est un pays en déficit commercial structurel. Ça fait 20 ans que le déficit commercial augmente en France. Au début des années 2000, nous étions encore en excédent. Aujourd'hui, nous sommes dans des déficits qui atteignent des records avec l'augmentation du prix de l'énergie. Mais même dans le domaine manufacturier hors énergie, le déficit n'arrête pas de se creuser dans la plupart des domaines des produits manufacturiers. Est-ce que ce n'est pas parce qu'on n'exporte pas suffisamment ? Alors, la grande réponse du gouvernement, la grande réponse de la plupart des économistes aujourd'hui est de dire « nous n'exportons pas assez ». Comment faire pour exporter plus ? Ce sont les politiques qui ont été menées en France depuis au moins les années 1990. On diminue le coût du travail en réduisant les cotisations sociales et en flexibilisant le marché du travail, c'est-à-dire plus de CDD, des contrats plus précaires, etc. Quel est le résultat de tout ça, disons, après 10, 20 ou 30 ans de cette politique ? Le déficit commercial bat tous les records. Nous n'avons jamais été à ces niveaux-là. Le pouvoir d'achat est la première préoccupation des Français. Donc ça n'a pas permis de rendre du pouvoir d'achat à la population. Et en plus de ça, toutes ces exonérations fiscales, c'est de l'ordre de 60 milliards d'euros par an, il faut les payer. Comment est-ce qu'elles sont payées ? Nous avons augmenté les impôts indirects, avec les impôts indirects et les impôts non progressifs. Donc la CSG d'un côté, les taxes sur les produits, les tabacs, etc. de l'autre. Donc une crise sociale parce que les gens sont obligés de payer derrière ces impôts supplémentaires. Et comme ça n'a pas suffi à tout financer, il a fallu maîtriser ce qu'on appelle maîtriser les dépenses publiques, donc en réalité dégrader les services publics. Et on se retrouve dans cette situation aujourd'hui où la population, et en particulier les classes populaires, ont fait des efforts en termes de précarité, en termes de flexibilité, etc., alors que le chômage reste là. Le pouvoir d'achat est très contraint. Les services publics ont tendance à se dégrader et les bénéfices de ces politiques se font toujours attendre parce que nos exportations augmentent, mais nos importations augmentent encore plus vite. Et depuis 20 ans, les importations augmentent toujours plus vite, et en tout cas toujours plus vite que les exportations. Donc mon idée, et qui me semble beaucoup plus s'accorder avec l'état du monde aujourd'hui, l'état du monde aujourd'hui, c'est la contrainte écologique qui nous demande de moins consommer, et la contrainte géopolitique qui nous demande de nous montrer plus résilients, au moins pour certains domaines de l'action politique, par exemple les médicaments, par exemple pour les masques, etc. Car on s'est rendu compte que notre dépendance à la mondialisation crée également des problèmes. Et donc l'idée, à partir de là, en tenant compte de ce contexte et de tous les problèmes sociaux engendrés, c'est de dire qu'au lieu de ne viser qu'à l'augmentation des exportations, visons à la réduction de nos importations. Il ne s'agit pas du tout de se passer d'importations, c'est tout à fait impossible pour un pays comme la France, mais de revenir en quelque sorte à plus de mesures pour que la pression de la compétitivité, de la mondialisation soit moins forte et permettre à notre économie de retrouver son assiette. Et comment voyez-vous ces idées s'appliquer, par exemple, dans le cas des relations avec l'Afrique, puisque de nombreux téléspectateurs de Télésud sont actuellement en Afrique. Par exemple, pour les importations qui arrivent d'Afrique, si vous les réduisez, vous réduisez également le niveau de vie des populations africaines qui sont concernées par ces exportations, qui jouent un rôle très très important dans leurs économies. Alors là, vous touchez à un point majeur. Il faut se rendre compte que le déficit commercial de la France, les deux principaux partenaires responsables de ce déficit, c'est la Chine et l'Allemagne. Et si on prend tous les pays européens, la France est en grand déficit commercial par rapport à la plupart des pays européens. Et la situation de la France est très originale parce que tous les grands pays européens, Pologne, Italie, Allemagne, etc., sont en excédent vis-à-vis du reste du monde. Il n'y a que la France qui ne soit pas dans ce cas-là. Mais en revanche, pour des pays, notamment les pays africains,
dont une partie de l'économie dépend d'exportations vis-à-vis de la France, il y a bien sûr des compromis ou des réflexions à avoir. La France ne peut pas en quelque sorte rejeter ses responsabilités au nom de la mondialisation en disant « non, cela ne nous concerne pas ». Bien sûr que cela nous concerne et il faut arriver à faire les choses, disons, de manière intelligente. Dans le cas de la Chine, par exemple, où nous avons un déficit de l'ordre, il me semble, de 30 milliards d'euros par an, un pays qui est suffisamment stable, qui est suffisamment riche et suffisamment en croissance pour ne pas avoir besoin de ces exportations françaises, je crois qu'il n'y a pas besoin de compensation. Mais pour des petits pays dont une partie de l'économie dépend de ça, et bien sûr, ce ne sont pas ces importations-là sur lesquelles il va falloir revenir. Alors, toute chose étant égale par ailleurs, comment expliquez-vous justement ce phénomène que vous venez de mentionner, c'est-à-dire les excédents polonais, allemands, chinois et le déficit français? Comment disons, dans tous les cas, les réponses peuvent être différentes. Mais dans le cas de la Chine, très clairement, la différence du coût de la main-d'œuvre est majeure. Mais le coût de la... Enfin, on s'est habitué à parler du coût de la main-d'œuvre, mais disons les salaires et les prix, liés, je veux dire, à notre modèle social et également à des contraintes environnementales qui sont plus fortes dans nos pays, sont un choix de société. Ce qui a été étonnant, et je veux dire, nous revenons en permanence là-dessus, c'est de se dire que nous pouvions mettre aucune barrière et aucune limite à du commerce entre des pays structurellement si différents. C'est que tant que, je veux dire, cela est allé dans notre avantage, c'est-à-dire obtenir des produits bon marché fabriqués par des personnes très mal payées à l'autre bout du monde, oui, ça nous est allé. D'excellents téléviseurs à 500 €. Quoi. Exactement. Et dans l'autre sens, maintenant que nous nous rendons compte qu'en fait ce modèle n'est pas du tout durable écologiquement, n'est pas durable socialement à cause de la désindustrialisation en France et n'est pas durable économiquement car le déficit commercial, aujourd'hui, nous sommes obligés de le payer, le financer par de la dette, etc. Bien sûr qu'il va falloir remettre en cause ce modèle. Donc un pays comme la Chine, je crois qu'on peut prendre l'équation sous tous les angles. Nous n'arriverons jamais à être compétitifs sur les prix avec un pays comme la Chine, en tout cas à moyen terme. Un pays comme l'Allemagne, la situation est très différente. Vous le savez, il y a 20 ans, la situation était inversée. L'Allemagne était en déficit commercial avec un chômage plus important que la France. La France a toujours eu un chômage massif, mais l'Allemagne... Et comment ça se fait alors que la France a été larguée là maintenant? Il y a eu énormément de raisons conjoncturelles particulières, etc., qui expliquent cela. La première chose, c'est que l'Allemagne a choisi d'avoir la réunification au début des années 90, ce qui a été quand même un grand mouvement d'effort accepté de la part de tous les Allemands. Ça leur a coûté très cher. Ça leur a coûté énormément cher et ça les a obligés, en tout cas ça a permis aux gouvernants de demander à la population allemande des efforts et des efforts réels. Des efforts de réduction en quelque sorte du niveau de vie, réduction des prestations dans tout un tas de domaines et également réduction du coût du travail en l'occurrence, puisque à partir des années 2000, le coût du travail allemand décroche complètement. Il n'augmente plus du tout alors qu'il augmente dans tous les autres pays européens. De l'extérieur, c'est une politique de dumping social, mais qui a pu être acceptée par la population allemande parce que c'était dans la vue de la réunification, un grand projet mobilisateur. Et en plus de ça, il y a eu un facteur que nous n'avons pas du tout eu en France, c'est qu'en Allemagne, dans cette période-là, les prix de l'immobilier n'ont pas augmenté. C'est-à-dire que les travailleurs ont vu leur salaire stagner, mais n'ont pas eu en même temps l'effet ciseau que nous avons en France, de prix des loyers et des charges qui augmentent en parallèle. Et ça, effectivement, ça a permis une modération salariale sans que le drame social soit trop important à payer. Donc il y a eu cette politique au début des années 2000, avec notamment Gerhard Schröder, dans une période où la croissance mondiale augmentait beaucoup et où les autres pays ne menaient pas ces politiques, de rigueur. Ça a énormément profité à l'Allemagne, qui en plus est un pays avec une base industrielle qui a une très longue histoire, et l'Allemagne a su jouer ses avantages comparatifs à ce moment-là. Mais depuis lors, en Europe, les autres pays européens ont dû s'aligner avec un coût social important. Et dans un marché fini, je veux dire, les excédents commerciaux des uns sont toujours les déficits commerciaux des autres. Il n'y a pas de... C'est un jeu à somme nulle à ce niveau-là. Et les gains de l'Allemagne se sont traduits dans les autres pays européens
par des déficits vis-à-vis de l'Allemagne, par une baisse des conditions de travail, etc. Donc le modèle allemand est sans doute a été assez extraordinaire, même s'il a quand même coûté beaucoup à l'Europe en termes de cohésion sociale parce que les économies ont divergé, mais le modèle allemand n'est pas du tout généralisable. Tous les pays ne peuvent pas être en excédents commerciaux vis-à-vis de leurs voisins, et surtout aujourd'hui, alors que tout le monde a tendance à essayer de maîtriser la hausse du coût du travail, les gains ne sont pas là. Et la sobriété dont vous parlez, que vous prenez, n'impliquerait-elle pas également du côté français des efforts de la population ou de certaines catégories? Oui. Là, et est-ce que les Français sont capables de ça? Alors là, c'est une grande question, mais il ne faut pas se leurrer, nous vivons au-dessus de nos moyens. Ça, c'est sûr. Nous vivons au-dessus de nos moyens d'un point de vue écologique, nous consommons trop par rapport à ce que la Terre est capable de renouveler. Nous vivons au-dessus de nos moyens d'un point de vue commercial, car nous importons beaucoup plus que nous n'exportons. Et nous vivons, je crois, sur le long terme au-dessus de nos moyens, parce que le sous-investissement que nous sommes en train de faire dans la recherche, dans l'éducation, etc., va se payer sur le long terme. Il faut aujourd'hui mettre de l'argent pour la transition écologique, pour la défense, pour tous ces domaines-là, et ne pas attendre le dernier moment pour investir. Donc, de toute façon, nous allons devoir faire un effort sur la consommation. La question, c'est comment répartir cet effort. Dans la dernière période, les politiques de compétitivité ont en général pesé beaucoup plus sur les classes populaires que sur les classes supérieures. Ce sont les classes populaires qui ont dû s'adapter à la concurrence internationale et s'adapter en termes de salaire, s'adapter en termes de conditions de travail, etc. Donc aujourd'hui, effectivement, un gouvernement qui arriverait en disant « Bon, la compétitivité, c'était bien, ça a été dur, ça n'a pas donné de résultat, désolé, mais maintenant on a la solution, c'est la sobriété, vous allez vous serrer la ceinture et là tout va bien se passer », ça ne marchera jamais. Le niveau de colère sociale dans le pays est beaucoup trop grand et, je veux dire, c'est tout à fait compréhensible. C'est pour ça que, dans mon optique, il faut commencer par les classes supérieures. Il faut rééquilibrer, disons, le rapport de force entre classe populaire et classe supérieure en demandant cette fois-ci aux classes supérieures de commencer en montrant l'exemple. Au final... L'exemple de quoi ? L'exemple de la sobriété. Mais c'est-à-dire diminuer les hauts salaires, augmenter les impôts Concrètement, est-ce qu'il faut augmenter les impôts sur les classes supérieures? C'est sans doute quelque chose vers lequel il va falloir aller parce que nous avons besoin de moyens de toute façon pour nous projeter dans l'avenir. Mais en termes de consommation, c'est-à-dire réduction de, par exemple, la taille des voitures, réduction de l'utilisation du transport aérien, réduction de renouvellement des équipements qui sont en général importés à 100%, électroménagers, appareils numériques, etc. C'est-à-dire penser une sobriété qui soit gagnante, c'est le titre de mon ouvrage, gagnante pour les intérêts socio-économiques de la France, mais en faisant porter les efforts, ou en tout cas les premiers efforts, sur les classes supérieures. Mais bien sûr qu'à terme, disons d'ici 2050, c'est la société entière qui va devoir revoir le mode de vie général. Mais commençons par les classes supérieures, c'est les classes supérieures qui donnent souvent le ton en termes de consommation. Je veux dire, si on consomme des produits de plus en plus surdimensionnés, de plus en plus sophistiqués, c'est lié à la consommation des classes supérieures. Les classes supérieures ont plus de marge de manœuvre pour faire des efforts, de marge de manœuvre financière. Et surtout, il faut le rappeler, la consommation des classes supérieures a un impact environnemental beaucoup plus fort que la consommation des classes populaires. Les 10% des ménages du haut émettent 2 fois plus de gaz à effet de serre en lien avec l'habillement et le logement que les 10% du bas, 3 fois plus pour tout ce qui est lié au transport et 4 fois plus de gaz à effet de serre pour tout ce qui est lié aux biens d'équipement qui nous entourent. Mais ça, est-ce que ce sera possible de le faire dans un cadre européen? Parce que je vois difficilement ça être pratiqué uniquement en France sans qu'il y ait d'obligation pour les autres pays. Alors, c'est une question effectivement importante. Dans le livre, j'ai fait le choix, disons, de rester dans ce cadre européen parce qu'il me paraît compliqué d'en sortir. Il n'y a pas du tout de volonté populaire aujourd'hui en France d'en sortir. Ça amène beaucoup d'incertitudes. Et je veux dire, ce serait, disons, un projet dans un autre projet. Donc, restons dans ce cadre européen. Dans le cadre européen, nous avons des marges de manœuvre.
Nous avons des marges de manœuvre en termes de fiscalité, en termes de réglementation, en termes d'incitation, en termes de beaucoup de choses, de paroles publiques, etc., pour commencer à aller dans cette direction. Ensuite, il faut qu'en parallèle, nous fassions valoir notre point de vue au niveau européen. Notre point de vue légitime, parce que le déficit commercial de la France pèse énormément sur toute la vie politique française, mais également notre point de vue d'un point de vue environnemental. D'un point de vue environnemental, les Européens ou la Commission européenne est prêt à faire beaucoup d'efforts, mais il y a quand même un tabou, c'est la question de la consommation. Et là, la question de la consommation passe toujours sous le tapis. Mais il y a un moment, il va quand même falloir affronter les choses en face. Si on veut être sérieux en matière environnementale, et d'ailleurs aussi en matière de résilience dans un monde qui commence à se tendre, il va falloir que l'on réfléchisse à nos modes de consommation. Pour prendre juste un exemple, aujourd'hui, la consommation d'un Allemand émet 1,5 fois plus de gaz à effet de serre que la consommation d'une personne en France. Donc nous avons des arguments à faire valoir pour dire que la direction dans laquelle nous comptons aller, qui va avoir bien sûr des effets sur le commerce européen, qui va bien sûr avoir des effets sur nos partenaires, nous la faisons pas seulement égoïstement pour nous refermer, mais nous le faisons aussi dans un but, disons, géopolitique et écologique qui nous semble aller dans la bonne direction pour l'Europe dans les décennies à venir. C'est, disons, le coup d'après. Il faudrait créer un consensus mondial, pratiquement. Pour ces en théorie, bien sûr. En théorie, bien sûr. Mais ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Il n'y aura pas de consensus mondial. Et même un consensus européen va peut-être se construire dans les 10 ou 20 ans à venir. Je veux dire, par le fait des pressions extérieures. Vous voyez bien comment, en un an, le modèle allemand a pris du plomb dans l'aile avec la dépendance au gaz russe. L'Allemagne, entre 2014 et 2021, a augmenté sa dépendance au gaz russe malgré l'invasion de la Crimée. Donc, de toute façon, je crois que les Européens vont être de plus en plus ouverts à un discours qui permette de répondre aux inquiétudes géopolitiques et aux inquiétudes environnementales de manière, disons, économiquement crédible. Mais n'attendons pas un consensus qui ne viendra pas avant un long moment. Et alors en France, est-ce que vous allez passer par le chemin politique pour faire entendre davantage vos idées ? Tous les chemins sont ouverts en quelque sorte. Je découvre un petit peu. C'est un premier livre de ma part. Un livre que j'ai en plus auto-édité. Je n'ai pas spécialement de relais au départ. Ce que j'essaye de faire, c'est effectivement de l'envoyer à des personnalités politiques. Il y a eu quelques relais, par exemple François Ruffin a relayé le livre, etc. Et maintenant, je vais essayer d'aller le faire passer, disons, au gouvernement ou à des gens au sein du gouvernement pour essayer de convaincre du bien fondé de ces propositions. Mais effectivement, je crois que pour avoir une chance de vivre dans le débat public, il va falloir qu'il soit saisi par le personnel politique. Et c'est un livre dont je dois dire vous donnez une réponse à pratiquement toutes les questions, qui sont très nombreuses qu'on peut se poser. Il y a près de 400 pages. Évidemment, c'est impossible d'entrer dans le détail, mais vous balayez largement le paysage. Alors, c'est ce que j'ai essayé de faire. C'est comme, il me semble que mes propositions sont relativement en décalage par rapport au consensus économique actuel. J'ai voulu d'abord soigner les sources. Je suis allé chercher énormément de sources. Tout est sourcé pour que ce soit très solide de ce côté-là. Et deuxièmement, j'ai voulu essayer de prendre effectivement, de balayer le spectre de la manière la plus large possible, en répondant des questions très diverses, pour essayer de montrer que ce vers quoi je pointais fonctionnait à peu près au niveau macroéconomique. Alors on pourrait commencer par quoi ? Supposons que votre livre, le gouvernement propose de l'appliquer immédiatement. Par quoi faudrait-il commencer ? Quelles seraient les premières mesures à votre avis ? Alors je crois qu'une première mesure qui pourrait être, un premier paquet de mesures qui pourrait être relativement simple, c'est la question des appareils numériques. Aujourd'hui, en France, nous avons une grande consommation d'appareils numériques. Vous voulez dire les ordinateurs, voilà. Si on prend juste les ordinateurs et les téléphones portables, en 2021, c'est 18 milliards de déficit commercial pour la France. Et c'est en croissance, presque 1 point de PIB. Donc c'est quelque chose de massif. Ces appareils sont à peu près exclusivement fabriqués à l'étranger. Et d'ailleurs, même pas en Europe, en général, plutôt en Asie. Bon.
Ces appareils, une manière de réduire leur consommation, c'est d'augmenter leur durée de vie. On le sait, il y a des études qui sortent là-dessus. Nous renouvelons nos appareils trop fréquemment. Nous pourrions les garder beaucoup plus longtemps sans perte de performance ou quoi que ce soit. Si nous augmentions la durée de vie de ces appareils, cela permettrait quoi? Cela permettrait donc de réduire le déficit commercial, faire revenir quelques milliards d'euros dans l'économie française. Cela permettrait de réduire notre empreinte environnementale, car on sait que les appareils numériques ont un coût environnemental nécessairement. Et cela permettrait, par exemple, en développant la réparation, en développant des ateliers de réparation, etc., de créer des emplois sur le territoire national. Je crois que globalement, nous serions gagnants à aller dans cette direction. La question, c'est comment faire ? On pourrait, par exemple, augmenter les durées de garantie. On pourrait sans doute réguler les publicités ou le matraquage publicitaire autour du renouvellement incessant de ces appareils qui, encore une fois, n'apportent aucun intérêt économique globalement à la France. Et nous pourrions également mettre en place, ça va être mis en place, mais disons de manière plus stricte, des indices de réparabilité avec à côté le réseau pour pouvoir réparer ces appareils. Voilà quelque chose qui ne bouleverserait pas nos modes de consommation, qui ne changerait rien à la productivité française, mais qui permettrait de vivre plus sobrement et de réduire notre déficit commercial. Eh bien, ce sera la conclusion de notre entretien. Et je pense d'ailleurs que ça peut ensuite gagner à d'autres produits, pas seulement l'électronique. Bien sûr, l'électroménager, etc. Il y a beaucoup de domaines où il faut regarder à chaque fois comment est-ce que ça fonctionne, mais il y a beaucoup de domaines où nous pourrions faire ce genre d'arrangement gagnant pour tout le monde. Eh bien, nous verrons si la sobriété sera gagnante. En tout cas, merci beaucoup pour votre visite, Benjamin Brice. Merci à vous. Et peut-être que nous aurons l'occasion de refaire le point sur la sobriété dans quelques mois ou quelques années. Merci beaucoup et merci à vous d'avoir suivi cette émission. Merci.